moi, je commence par le traitement médical. Et puis, éventuellement, après, est-ce que finalement, les topos des collègues sont utiles ou pas, quoi. Alors, du coup, je commence par une diapo presque un peu provocatrice. C'est finalement, quand est-ce qu'on parle de sténose? J'entends sténose significative qui requiert une prise en charge, en fait. Parce que ça peut paraître simple, mais finalement, moi, en me replongeant un peu là-dedans, c'est un truc sur lequel, de toute façon, j'ai jamais trouvé que c'était très clair, et pour cause. En fait, les études qui évaluent les sténoses, qu'elles soient donc asymptomatiques, revascularisées ou non, des fois le cut-off c'est 50, des fois c'est 60, des fois c'est 70, des fois c'est 80 en fait même. Donc bref, personne n'est vraiment complètement d'accord, c'est assez hétérogène. Alors par contre, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut parler en A7. Sauf que c'est pas toujours évident de calculer en A7 quand même, c'est plus simple de faire le SCT. Alors ça, bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que la correspondance, elle est facile à faire. Mais justement, j'avais promis que je parlerais des Brestois dans mon topo là. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de l'écho Doppler quand même, et du coup, on mesure. Enfin, en tout cas moi personnellement, et je pense que les Brestois qui sont ici de formation, j'entends, confirmeront qu'on fait quand même souvent des études de sténose avec des flux. Et du coup, alors ça tombe bien, on travaille bien, je vous rassure. Il y a même des études récentes qui montrent que les flux sont très très bien corrélés avec cette classification d'A7. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait là où je veux en venir, c'est que moi par exemple, hein, je prends mon exemple, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, je vais parler dans ma conclusion d'une sténose à 50 ou 60%, donc en A7, alors qu'en fait j'ai même pas de mesure de diamètre dans mon compte rendu, quoi. Mais ça c'est possible parce que il y a, comme je viens de le dire, une super corrélation entre les flux et les degrés de sténose A7, quoi. Mais je pense que par défaut, voilà, faut qu'on utilise évidemment la classification d'A7, et quand on la précise pas, par défaut c'est ça, quoi. Ensuite, je continue presque de façon un peu provocatrice, j'allais dire. Le traitement médical, alors est-ce qu'il est connu ou reconnu plus exactement? Alors pourquoi finalement? Parce que justement, il y a, comme disait Pierre à l'instant, bon, il y a des données qui arrivent, mais finalement, il y a une grosse controverse sur la prise en charge médicale avec le traitement médical qu'on pourrait qualifier de moderne, parce qu'en fait, c'est pas évalué. Alors en fait, en vrai, vous êtes tous au courant qu'il y a l'étude CRESS-2 qui est en cours, plus exactement qui vient d'être finie, mais enfin les inclusions sont finies, mais on n'a pas les données. Et donc cette étude a vraiment étudié le traitement médical moderne, mais en fait là, les recommandations, etc., et elles étaient basées sur des données de recrutement de patients entre 83 et 2003. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui avaient essentiellement des antiagrégants plaquettaires, plus de 500 mg. Et on sait que ça favorise bien sûr les AVC hémorragiques. Et on les incitait évidemment à arrêter de fumer, mais c'était vraiment pas très encadré. Ils n'avaient pas de statine, ils n'étaient pas toujours traités pour leur hypertension. Enfin bref, ça paraît un peu hallucinant finalement. Donc comme je viens de le dire, on attend les résultats de CRESS-2. Et alors là, je dis le traitement médical devrait prendre une place plus importante, alors que les deux orateurs suivants se rassurent. En fait, c'est encore une fois, ça rejoint ce que je viens de dire avant, de façon reconnue, parce qu'en fait, on le fait déjà. C'est juste que ça devrait confirmer, en fait, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi ça devrait confirmer? Parce qu'en fait, il y a quand même déjà des études observationnelles, hein, c'est ce que je mets là. Entre 95 et 2010, il y a 60% de réduction d'AVC. Et a priori, on sait bien que c'est grâce au traitement qu'on utilise déjà qu'il y a eu ça. Et c'est valable en plus, c'est ça qui est assez intéressant, chez les patients donc avec des sténoses asymptomatiques, mais même chez ceux qui ont déjà été opérés, quoi, sur le risque de récidive. Donc ça, c'est ce qui est issu des recos. Alors forcément, je suis obligé de vous faire l'affront, hein, donc j'y vais, c'est parti. Hein. C'est quoi le traitement médical maximal? J'allais dire, bon, d'abord, c'est les règles hygiéno-diététiques. Hein. Faut arrêter de fumer, faut faire un peu de sport et faut manger correctement. Donc faites attention ce soir. Hein. Ensuite, pour les sténoses qui sont supérieures à 50%, ça c'est assez intéressant de noter ça. Donc il faut mettre de l'aspirine, mais pas de grosse dose, enfin tout est relatif, hein, moins de 325 mg. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que certes c'est pour prévenir le risque d'AVC, mais c'est aussi finalement pour prévenir tous les événements cardiovasculaires chez ces patients qui sont forcément à haut risque cardiovasculaire. Et là, les statines, c'est la même chose, sauf que quand même, vous remarquez qu'il n'y a pas de pourcentage cette fois hein, sur les sténoses. Ils disent, donc c'est clair pour les antiagrégants, mais les statines, finalement, je sais pas, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 60, 70, c'est pas vraiment précisé. Bon, les hypertendus, faut traiter leur hypertension.
Et dans les petites nouveautés, chez les intolérants aux statines, on peut mettre des PCSK9. Et un peu dans la même lignée, chez les patients qui sont intolérants à l'aspirine, on peut mettre du clopidogrel et même du dipyridamol, mais moi, j'ai jamais été jusque-là. Et puis bon, on en arrive justement aux indications de revascularisation. Alors, bon, la revascularisation, ça dépend et ça va continuer de dépendre du risque de sténose, ça c'est clair. Mais a priori, quand même, il faut noter que la réduction des AVC avec le traitement médical, elle est valable quel que soit le degré de sténose. Et puis, donc ça, j'imagine que Pierre va nous en parler. Il faut surtout prendre en considération le risque chirurgical et puis le risque finalement d'AVC avec une sténose donnée, quoi. Et il y a quelques critères. Alors, je vais essayer de rester quand même assez clair et succinct là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, une sténose qui progresse beaucoup, bah, celle-là, on a plutôt intérêt a priori à la revasculariser. Une sténose qui fait des AVC silencieux homolatérales. Alors, je pense que mes deux collègues vont en parler, mais en théorie, sur les recos, c'est plutôt au scan. Bon. Ensuite, plaque iso-hypoéchogène, ça c'est en écho. Et enfin, les hémorragies intraplaques, c'est en IRM. Donc là, on les a tous faits. Hein. Et puis, bien sûr, si cliniquement, il y a un AVC contralatéral. Par contre, ce qui a été avancé, c'est qu'on s'est dit à un moment, est-ce que les gens qui ont une fonction cognitive qui décline, eh ben, est-ce que ça, ce serait par exemple une bonne indication de revascularisation, mais là-dessus, c'est contradictoire. Donc, vous allez le voir tout de suite, c'est pas recommandé d'utiliser ça comme critère. Et là, on dit bien, alors du coup, là, ça y est, pouf, on arrive avec notre fameux 60% qu'on utilise depuis longtemps. Mais en plus, il faut un des critères dont je viens de parler. Et donc là, c'est marqué. Alors c'est curieux aussi d'ailleurs. Du coup, c'est 70-99. Là, on sait pas bien pourquoi, mais chez les gens qui ont donc du coup un déclin de la fonction cognitive, eh ben c'est pas recommandé de les revasculariser. Donc ça, en fait, c'est le tableau complètement imbuvable, mais je viens de vous faire, si vous voulez, le résumé un petit peu de ce tableau avec les critères. Et ça, c'est le même, et c'était juste, bon, ça doit pas se voir, je me doute, mais en gros, c'est juste pour montrer encore une fois qu'il y a les études, voilà, les critères sont vraiment, ça va de 50 à 70, c'est pas toujours la même chose. Alors là, j'ai fait ma petite slide, je suis désolé, elle est pas très bien faite, je vais essayer de vous expliquer ça un peu mieux, mais c'est presque mon avis personnel, j'allais dire, sur la question. C'est-à-dire que parmi tous les critères là qui permettent d'aller vers la revascularisation, l'évaluation de la plaque en écho, moi ça me paraît hyper important parce que je pense que là je vois les doppléristes qui sont là, on le fait forcément en fait, on voit forcément la plaque, on passe forcément dessus, donc c'est hyper simple, ça prend 0 secondes en fait de la décrire et donc on voit que c'est un critère super important. Et ce qui est aussi important, c'est que la plaque, on a fait des évaluations en 3D. À un moment, dans les années 2010, on s'est excité sur l'épaisseur intima média en se disant ça va être un super marqueur et tout. Et en fait, on se rend compte que juste l'aspect de la plaque, hypo-isoéchogène, enfin en tout cas c'est ce qui transparaît là dans les recos, donc un truc super simple pour les doppléristes, et ça marche bien comme facteur. J'ai mis scanner, en fait j'aurais dû mettre, on est d'accord, c'est scanner cérébral, du coup à la recherche d'infarctus cérébral. Encore une fois, je rentre pas dans le détail de l'IRM et tout ça qui est vachement plus performante. Il y a des publis là-dessus, mais je suis resté là-dessus parce que c'est ce qui est recommandé. Mais ça me paraît quand même assez simple d'évaluer c'est pas un examen qui est très compliqué. C'est de la routine de faire un scan ou une IRM cérébrale à la recherche d'AVC silencieux. Et puis donc c'est pour ça que je disais que ma slide elle est pas bien faite parce que ça j'aurais dû dire que justement c'est dans les critères, les choses pas très simples. En gros, c'est je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle la réserve cardiovasculaire. Donc, en gros, c'est regarder en transcrânien, en Doppler transcrânien, avec un test au CO2, si on a une vasomotricité et tout. Bon, en pratique, voilà, j'en vois qui rigolent, mais c'est vrai, c'est pas faisable. Et alors j'ai triché un peu, j'ai vu le topo de Pierre. Il parle du monitoring aussi transcrânien. Je crois que tu mets une demi-heure, Pierre. Et dans les recos, c'est pire, tu vois, c'est même 1 heure pour détecter des microemboles. Hein. Il en faut un de plus, mais bon. 1 heure de transcrânien monitoring en pratique courante, bon bref, c'est pas possible quoi. Donc là, c'est une icono de Pierre, en plus j'ai un peu honte, parce que c'est moi qui aurais dû en amener, mais et du coup, ouais, voilà, c'est une plaque en fractueuse. Ici, alors là, j'en ai pas vu quand même souvent, on est comme ça, hein. Elle est pas de moi cette image. Une belle plaque, non plus exactement, elle est très moche en fait, hein. Elle est hétéro, tout ce qu'il faut pas.
Et ça, je les ai rajoutés. C'est une petite plaque, je sais pas si on voit bien, mais on va dire elle commence à être ISO, donc c'est un peu moins bien. Ça, elle est hyper, elle est légèrement hétéro, bon, c'est plutôt pas mal. Puis ça, c'est finalement les bonnes plaques bretonnes bien calcifiées. Et a priori, celles-là, c'est pas celles qui sont emboligènes, donc c'est plutôt un critère de stabilité et donc pas à revasculariser. Et puis ça aussi, Pierre t'en parle, c'est juste pour montrer la détection justement d'embol pendant 1 heure. Et on voit le petit signal, là, ce qu'ils appellent les Hyper Intensity Transient Signal. Et puis enfin le dépistage. Alors là pour le coup, ça je trouve assez simple. En gros, c'est pas recommandé dans la population générale. Et par contre, c'est recommandé s'il y a 2 ou plus facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui représente quand même beaucoup de gens. Hein. Donc, par pitié, n'appliquez pas ça complètement. Et donc voilà, c'est repris des recos. Et en conclusion, rapidement, donc du coup, bon, il y a quand même le cut-off là pour nous, ce qu'on utilise à 125 cm/s et de manière générale en A7, 50% de sténose, ça, on doit les mettre sous le traitement médical maximal. Ce sera a priori, enfin confirmé par CREST-2. Et puis la revascularisation, ça dépend en plus du degré de sténose, de facteurs secondaires. Là, je viens d'en parler, mais je pense que, enfin, en pratique, vraiment, les micros AVC, que ce soit en scan ou IRM, et puis l'aspect de la plaque, c'est surtout ça qu'on va utiliser, je pense, en pratique. Et puis, quant à la technique de revascularisation, je vous laisse vous déchirer là, les deux et vous faire un avis sur ce qui est le mieux. Et voilà, je vous remercie. Alors, je vous propose de continuer sur le sujet pour vous délivrer le point de vue du chirurgien. Dans cette situation, donc, de plus en plus fréquente, parce que quand même, augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires, donc augmentation de la prévalence des sténoses carotidiennes. Pour répondre simplement aux questions, est-ce qu'il faut encore proposer une revascularisation ? Suspense. Si oui, qui opérer? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait quand même une sélection parmi les patients à effectuer. Les dernières innovations en termes d'endartériectomie. Et puis après, un petit peu de biblio pour comparer techniques conventionnelles et techniques dites endovasculaires, ce qui nous a amené à discuter de ce sujet avec Gurvan. Alors, un rappel anatomique tout simple. La carotide commune naît du tronc artério-brachocéphalique à droite et de la crosse de l'aorte le plus souvent à gauche. Elle chemine sur quelques centimètres verticalement dans le cou pour se donner en regard de C3, C4 la bifurcation carotidienne avec la carotide interne qui va monter directement au cerveau sans donner de branche extracrânienne et la carotide externe qui, elle, se consacrera au cou et à la face. Donc c'est une artère qui est proche de la peau, facile d'accès, dans une région anatomique bien connue. Pour y accéder, on réalise simplement une incision dans un pli cervical, en regard de la bifurcation qu'on aura repérée sous échographie au préalable. On sectionne le muscle possier, c'est sans conséquence pour le patient. Et on passe en avant du muscle sternocléidomastoïdien. Et là, on arrive sur le paquet vasculo-nerveux avec la veine jugulaire interne dont on sectionnera le tronc veineux de Farabeuf. Puis, dedans et en arrière, l'axe carotidien. 2 particularités anatomiques avec 2 nerfs importants à préserver. Le nerf 12 qui vient croiser en avant la carotide interne, quelques centimètres après son origine, et le nerf 10 qui circule entre veine jugulaire interne et la carotide. Et puis au niveau sous-cutané, on aura parfois, souvent, sectionné le nerf grand auriculaire, qui est une branche sensitive, qui sera la cause de l'hypoesthésie ou de l'anesthésie dont se plaignent les patients au niveau de la joue et du lobe de l'oreille pendant quelques mois après la chirurgie. Et puis une notion donc de collatéralité cérébrale entre les axes carotidiens, les axes vertébraux, au niveau de ce qu'on appelle le polygone de Willis, qui est plus ou moins complet chez les patients. Certains opérateurs analysent au scanner ce polygone avant de réaliser l'intervention.
Alors en termes d'indication, en chirurgie, on reste encore sur ces études qui ont certes quelques années. Elles ont été réalisées dans les années 80 à 2000. 3 principales études qui ont étudié traitement médical optimal de l'époque versus prise en charge chirurgicale de l'époque. Et on notait quand même une nette réduction du risque d'AVC à 5 ans dans toutes ces études en faveur du groupe chirurgical, avec, il faut savoir quand même, un certain nombre d'AVC induits dans le groupe chirurgical par l'artériographie diagnostique qui était réalisée à l'époque comme examen de référence. Aujourd'hui, l'artériographie diagnostique vient en seconde ligne quand on a un doute. Sinon, c'est Doppler le plus souvent et derrière angioscanner. Donc, il y a quand même un risque qui était surdimensionné à l'époque de par cette artériographie. Donc, on reste là-dessus et c'est ce qui encore fait nos recommandations. Ces études, quand même, ont été remises en cause par l'épidémiologie récente. Dans les années 2010, il y a plusieurs papiers dans certaines très bonnes revues qui sont parus, nous expliquant que désormais le traitement médical optimal est quand même bien répandu, bien pris, et que la prévalence de l'AVC a nettement diminué. Donc quand on compare risque d'AVC sous traitement médical versus prise en charge chirurgicale, finalement on est presque au même niveau. Mais ça, ce ne sont pas des études prospectives, randomisées, de bonne valeur, comme l'étaient les essais chirurgicaux. Ce sont, entre guillemets, que des méta-analyses d'études prospectives ou des extrapolations faites à partir d'études d'épidémiologie. Donc ils ont tiré quand même un score d'AVC carotidien ipsilatéral de 1,7 pour 100 patients par an, ce qui est effectivement identique au score attendu après une chirurgie carotidienne. Et pourtant, le contexte reste le suivant. Si on reprend par exemple cette petite étude de service en unité neurovasculaire qu'on avait fait en 2016 au CHU d'Angers, on avait quand même, chez une population qui est censée être bien traitée médicalement, bien dépistée, au moins 25% d'AVC en lien avec un athérome, dont un peu moins de 10% des patients qui avaient fait un AVC carotidien avec une sténose de plus de 50%. Et au final, 5% ont été opérés. Donc malgré le traitement médical optimal, l'AVC athéromateux reste une problématique non résolue. D'où les recommandations dont nous a parlé Gurvan, qui restent toujours en faveur d'une revascularisation chirurgicale dès lors que le patient présente une sténose de 60 à 99%, parce que la carotide occluse n'a plus d'indication de revascularisation. Si le patient est à risque chirurgical dit faible, donc il faut éliminer tous les risques élevés, qu'on estime qu'il a une espérance de vie de plus de 5 ans et que les résultats de l'équipe chirurgicale sont un score d'AVC, infarctus du myocarde et décès dans les 30 jours inférieur à 3% des patients pris en charge. Donc ça reste ces critères-là avec lesquels on doit travailler au quotidien. Donc une fois qu'on aura posé la bonne indication, on va s'intéresser à bien sélectionner le patient, la bonne indication pour le bon patient. Et donc globalement sont opérés par voie conventionnelle les patients dits à faible risque opératoire avec espérance de vie de plus de 5 ans présentant une lésion considérée à haut risque. Et chacun de ces points finalement est sujet à débat. Donc déjà par voie conventionnelle, ça va être le débat après le débat technique. Les patients à faible risque opératoire, finalement, toutes les sociétés savantes, que ce soit chirurgicales ou médicales, le recommandent, mais sans jamais décrire ce que c'est qu'un patient à faible risque. Dans certaines études, ils ont par exemple considéré qu'un patient de plus de 80 ans était un patient à haut risque d'endartériectomie. Donc c'est des critères qui, en pratique, ne peuvent pas être retenus de manière indéfinie. L'espérance de vie, bon, j'en reparle juste après. Et puis les lésions à risque, on va également essayer de revenir dessus. Avant tout, bon, c'est une histoire de contrat qu'on passe avec le patient et son entourage. Donc important, c'est quand même de contacter l'entourage, de les avoir en consultation. Compréhension de la situation, des enjeux du traitement chirurgical, des risques bien entendu.
Et puis bien évaluer la compliance au traitement médical, bon, périopératoire et puis sur le long terme. S'assurer que le patient va quand même continuer ses antiagrégants quelques mois après la chirurgie, et puis la compliance aux soins post-opératoires. Le risque opératoire, en fait, on se basera sur la clinique, sur l'évaluation qu'on va faire du patient, la discussion qu'on aura avec lui, avec son entourage. Important de les voir accompagnés et puis de les voir seuls également. Dépister un trouble cognitif sous-jacent. S'en référer systématiquement à l'avis d'un cardiologue en préopératoire. Donc ça aussi, ça a quand même fait nettement baisser la morbidité de la chirurgie. Parce que maintenant, tous les patients sont screenés avant et globalement, le coronarien instable, il sera revascularisé simultanément. Il ne va pas arriver comme ça à la chirurgie sans revascularisation coronarienne associée. Et après, c'est comorbidité, savoir aller rechercher, c'est un patient tabagique, un emphysème pulmonaire, voir pourquoi pas dépister une néoplasie pulmonaire sous-jacente, pour essayer d'éliminer tous les risques de thrombose paranéoplasique qu'on peut retrouver dans toute revascularisation. Parfois, on a des contextes particuliers. On peut être sollicité par des confrères chirurgiens, et plus souvent par les anesthésistes, pour des patients chez qui on découvrira ou on saura qu'il existe une sténose asymptomatique avant une anesthésie générale. Une chirurgie de l'épaule, par exemple, les anesthésistes estiment qu'il y a un risque de bas débit, le patient est demi-assis. Donc on peut être sollicité pour traiter cette lésion. Il faut savoir que les anesthésistes, maintenant, ils ont une vision très médico-légale et que globalement, s'ils estiment qu'il y a un procès pour AVC, on va venir leur reprocher de ne pas avoir posé la question au chirurgien vasculaire. Donc ils sont quand même assez demandeurs. Et puis après, il y a les contextes particuliers, de plus en plus, toutes les néoplasies qu'on maintient. Les oncologues maintenant sont sur des stratégies de chronicisation de la maladie. Ils refusent de dire aux patients qu'ils sont en fin de vie quand ils ont encore 3-4 ans à vivre. Donc eux aussi sont demandeurs d'une prise en charge quasi normale, notamment avec l'immunothérapie, c'est vrai que ça prolonge bien. Mais il faudra quand même avoir en tête que cette situation de néoplasie concomitante entraîne un risque de thrombose paranéoplasique. Donc on peut vite se faire avoir, après une chirurgie qui se passe bien, un AVC qui survient dans le premier mois chez un patient qui en fait a un cancer actif. Et puis enfin, il y a la question des troubles cognitifs, dont a déjà parlé Gurvan. Quand ils sont connus, globalement, la question elle se pose pas, ou alors le chirurgien reçoit le patient pour un avis, mais tout en sachant qu'il y a des troubles cognitifs assez évolués. Là où on peut se faire piéger, c'est chez les gens qui sont souvent accompagnés de leur conjoint et qui donnent le change en consultation. Et puis on peut passer à côté du dépistage d'un trouble cognitif léger qui, rien qu'au clampage carotidien, même si ça dure 20 minutes, ça peut complètement le faire basculer. Ou voire même l'anesthésie générale chez un patient avec trouble cognitif, ça peut quand même faire progresser la démence assez rapidement. Donc même si on opère sous anesthésie iléoco-régionale, on se mettra toujours en condition d'anesthésie générale. Il faudra toujours avoir ça en tête, quoi. L'espérance de vie, c'est pareil, c'est du sens clinique. Statistiquement, si on prend les courbes INSEE, un patient de plus de 80 ans, il a une espérance de vie limitée. On pourrait vite, avec quelques critères de comorbidité, en déduire que son espérance de vie est inférieure à 5 ans. Mais globalement, il n'y a rien qui le prouve à part l'aspect clinique. Et ça aussi, ça va être l'enjeu de la discussion avec le patient, son entourage familial, le médecin qui le suit au quotidien. Et puis maintenant, de plus en plus, s'en référer à un avis spécialisé de médecin gériatre ou de neurologue. Là, j'avais retrouvé cette étude donc dans un journal de chirurgie effectuée sur 3 centres à gros volume chez plus de 800 patients. Ils ont appliqué des scores prédictifs de survie après endartériectomie. Il y avait des survies à 5 ans de 90%, mais malgré cette belle cohorte, ils n'ont pas pu déterminer de critères prédictifs dans cette population-là. Donc, même statistiquement, on n'a pas de score qui pourrait nous aider à la prise en charge, à la décision.
Donc sténose carotidienne asymptomatique et troubles cognitifs, donc à dépister dans le cadre du bilan préopératoire, avec cette notion donc de risque d'intolérance lors du clampage, d'intolérance de décompensation. Et puis une question qui peut nous être posée en consultation, l'amélioration des troubles cognitifs. Bon, mais Gurvan y a déjà répondu. Et l'autre question, ça va être est-ce que la revascularisation va me prévenir d'une démence ou d'un déclin cognitif? Et alors là, logiquement, on aura envie de dire oui. Si on enlève une des causes de démence vasculaire, on va vous prévenir de ce risque-là. Mais malgré une littérature riche, il n'y a pas de preuves scientifiques. Il y a quelques hypothèses. Dans cette première étude où ils ont recherché l'amélioration du flux cérébral en IRM, ils ont remarqué qu'après revascularisation, donc les artères cérébrales moyennes sont mieux perfusées, que les patients répondent mieux aux tests cognitifs, donc 90% pour ceux qui ont été revascularisés versus 45% pour les autres. Mais ça, dans le temps, quand on refait les tests 1 an après, ça tient plus. Donc il y aurait peut-être une petite amélioration très ponctuelle, mais dans le temps, difficile de le prouver. Pareil, dans la deuxième étude que j'ai trouvée, c'était une revue de littérature. Quasiment toutes les études rapportaient une association entre sténose carotidienne et troubles cognitifs déficients. Mais là, on ne peut pas non plus faire de lien de causalité, parce que la démence vasculaire peut aussi être liée à la leucopathie intracérébrale. Et donc la dernière étude va dans le même sens, absence d'arguments pour préjuger de l'impact de la revascularisation sur les troubles cognitifs. La notion de plaque à risque, donc c'est un vieux concept, la plaque à risque. C'est d'ailleurs une des premières notions dans la sténose carotidienne d'il y a 100 ans. Avec des éléments qui sont bien connus et qui sont recherchés par les collègues médecins vasculaires, qui doivent aussi l'être par le médecin radiologue qui va faire le scanner, à savoir l'anfractuosité de la plaque, l'ulcération, dont on peut comprendre que le sang va venir cailloter dans cette ulcération, puis le caillot va repartir. L'hémorragie intraplaque, bon, c'est qui se voit en IRM, mais finalement on fait peu d'IRM, donc on les recherche peu. Mais ça, c'est un vrai critère pronostic d'AVC. Et puis après, les hits, on en a parlé. Bon, c'est plus du domaine de la recherche ou du CHU. En pratique, c'est pas réalisé, mais ça apparaît quand même dans tout ce qui va être recommandation des sociétés savantes. Donc, l'écho-doppler, c'est quand même le principal examen. Viendra après l'angioscanner pour confirmer ces notions-là. Pareil, il y a la notion d'IRM de plaque, mais ça reste aussi du domaine de la recherche. C'est des IRM qui sont longues à réaliser, donc qui sont peu faites en pratique. Parfois, au TEP-TDM, c'est parfois le mode de découverte. C'est un TEP scanner pour un cancer, pour une maladie inflammatoire, et puis on voit une plaque athéromateuse carotidienne qui flash. Et le médecin scintigraphiste estime que c'est parce qu'il y a une activité métabolique et que c'est une plaque à risque. Et puis enfin, il y a l'IRM cérébral dont on a déjà parlé pour rechercher des arguments indirects. C'est pas recommandé, c'est pas fait en pratique, mais bon, comme la tendance est à devoir se justifier d'opérer une sténose asymptomatique, il faut quand même se donner les moyens de prouver aux patients, à son entourage, aux collègues médecins qu'on a des bons arguments de le faire. Donc l'IRM cérébral peut-être deviendra un examen de routine dans ce cadre-là. Donc les recommandations décrivent des populations dites à risque dont on a parlé précédemment. Des critères qu'on peut retenir d'intéressants et de simples à reproduire, ça va être la progression de la sténose de plus de 20%, qui apparaît comme un critère de risque. Les caractéristiques donc en échographie. Alors là, on a en bas là, les hits, mais encore une fois, difficile d'en tenir compte. L'hémorragie intraplaque à l'IRM, bon, mais pareil, ça fait partie des recommandations, mais en pratique, difficile de le mettre en place. Donc on a quand même toute une liste de critères, dont certains pourront être retenus, mais pour les autres, soit c'est à travailler, soit c'est que c'est pas réalisable en pratique.
Alors, une autre diapositive sur l'IRM cérébral préopératoire, ça c'était le travail d'un collègue, Rémi Pasco, au CHU de Rennes. C'est son travail de mémoire avec 2 autres CHU. Ils ont fait des IRM pré-op et post-op. Et en fait, plus de 40% des patients, avant l'intervention, avaient déjà des séquelles à l'IRM, des séquelles hémisphériques homolatérales. Et après l'intervention, il y avait 10% de patients en plus qui avaient de nouveau des séquelles, sans AVC clinique retrouvé en post-opératoire. Donc, pour faire un état des lieux, finalement, l'IRM reste quand même un examen qui pourrait être utile, ou en tout cas pour prouver que la plaque a déjà embolisé. Alors, en pratique, j'ai quelques exemples. Par exemple, celui-ci d'un patient de presque 90 ans qui est en parfait état général, qui vient tout seul à la consultation avec sa canne, diabétique sevré, diabétique, tabagique sevré, hypertendu, dyslipidémique, qui est connu et surveillé pour ses sténoses carotidiennes. Et à droite, désormais, elle est à plus de 70%, donc il est adressé en consultation de chirurgie. Et en fait, sur le scanner, on voit bien, quand on fait des clichés de profil, sur l'image de droite, que la plaque a quand même un aspect ulcéré, disséqué. Donc ça, c'est pas anodin. On programme une chirurgie avec le patient qu'il souhaite à distance pour des raisons personnelles, donc 3-4 mois après la consultation. Et dans l'intervalle, en fait, il reconsulte son médecin traitant qui constate un petit stépage à la marche et qui lui fait passer au final une IRM cérébrale. Et donc la conclusion du radiologue, c'est de nous prévenir qu'il y a cette petite séquelle d'AVC. Donc finalement, la sténose asymptomatique, en peu de temps, probablement sur ce critère d'ulcération et de dissection, a fini chez un patient traité médicalement avec antiagrégant et statine par causer un AVC. Et oui, c'est visible sur la plaque en péropératoire, on retrouve cette plaque qui finalement est fibreuse. C'est pas de l'athérome mou, comme on pourrait s'y attendre sur le scanner. On pourrait penser que la plaque va être toute molle. Non, non, c'était de la fibre, donc quelque chose quand même d'assez ancien, qui faisait ce petit cul-de-sac dans lequel le sang venait coaguler et puis après envoyer des caillots. Un autre exemple, à contrario, c'est cette patiente jeune, 67 ans, artéritique récemment revascularisée, coronarienne stentée, ACFA sous Xarelto, donc sans antiagrégant jusque-là. Pareil, bilan cardiovasculaire, sténose carotidienne asymptomatique à droite, avec au Doppler une notion de plus de 70%. Pareil au scanner. Moi, quand j'ai vu le scanner sans avoir vu la conclusion, je ne pensais pas que c'était plus de 70%, mais c'est ce que m'affirme le radiologue et ça corrobore bien le Doppler. Et puis, c'est une plaque qui est finalement calcifiée, post-ostiale, assez régulière. Comme ça, de visu, elle ne m'inquiète pas. Je suis pas en train de me dire, tiens, elle va vite faire un AVC. Elle est demandeuse de chirurgie parce que voilà, une sténose carotidienne, elle est jeune, elle veut surtout pas faire d'AVC. Donc là, actuellement, c'est la discussion. On va se revoir dans quelques semaines. Elle est sous antiagrégant en plus de l'anticoagulant. Voilà, il va falloir qu'on prenne notre décision. Est-ce qu'on va jusqu'à la revascularisation? Pour le coup, ça pourrait être le cas d'une patiente qu'on va surveiller, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'effet de mode à vouloir faire du traitement médical parce que c'est ce qui se fait ces dernières années et que il faut passer par là avant d'aller opérer. Et un troisième exemple, patiente de 82 ans, autonome, emphysème pulmonaire, qui fait des troubles visuels, qui l'amène à consulter un ophtalmo, puis faire un écho-Doppler. Finalement, l'ophtalmo ne retient pas la cause vasculaire à son trouble visuel, mais entre-temps, elle a fait cet examen écho-Doppler qui retrouve une sténose préocclusive de la carotide interne gauche, quand on la compare à la droite, sur de l'athérome qui paraît mou, mais bon, ça encore une fois, c'est corrélation qu'on a entre le scanner et ce qu'on va trouver en péropératoire, mais il n'y a pas vraiment de preuve.
Donc voilà, difficile de la laisser sous traitement médical seul parce que le risque de thrombose est très important et on ne peut pas prédire ce qui va se passer quand la carotide va se thromboser. Ça peut bien se passer pour elle, comme ça peut entraîner un AVC massif par un caillot qui déborderait dans le polygone de Willis. Donc là aussi, une revascularisation lui est proposée. Alors, en pratique, pour vous convaincre, avant les techniques endovasculaires, va très bien détailler Anthony, la chirurgie conventionnelle. Alors, j'ai mis dernières innovations, mais en fait, c'était plutôt du bluff. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 15, 20, même plus 25, 30 ans. Par contre, c'est une chirurgie qui est bien codifiée, qui est enseignée. On connaît les risques. Maintenant, les patients, ils sont bien bilantés avant l'intervention, bien informés. Donc, la décision, on la prend à plusieurs. Ils ont tous un traitement médical optimal et surtout une statine et un antiagrégant jusqu'au jour de l'intervention. Donc, ça peut être des causes de report, hein, la non-prise du cardégique la veille. Pour des raisons pratiques, notamment liées à l'anesthésie loco-régionale, quand ils sont sous Plavix, on les switchera facilement pour du cardégique. Et puis, on leur explique que la chirurgie carotidienne, c'est pas une chirurgie lourde, elle comporte un certain nombre de risques, dont le principal serait de faire un AVC, et que globalement, quand tout se passe bien, le soir, ils sont en fauteuil, et 2-3 jours après, ils sont à la maison. Donc, en consultation, quand on a fait la liste de tous les risques encourus, à la fin, ils ont tendance un petit peu à accuser le coup, parce qu'il y a les nerfs crâniens 10 et 12, bon, la petite insensibilité, ça c'est pas très grave, l'hématome, voilà, l'AVC, l'infarctus, le décès. Ils se posent la question, et après il faut quand même enchaîner dans le dialogue, il faut vite donner une phrase positive, parce que sinon on les a terrorisés, et puis ils vont pas prendre la décision qu'ils devraient prendre. Alors quelques techniques que je vous détaille. La plus classique, on va dire, en chirurgie vasculaire, avec quand on vient d'Angers, quand on vient de Rennes, quand on vient de Brest aussi, je pense, c'est l'éversion. Donc, avant de commencer l'éversion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura réalisé le clampage. Et c'est quand même le point positif de la chirurgie, c'est que l'abord est rapide. On ne va disséquer qu'une toute petite partie de l'artère, celle qui nous intéresse. Il n'y aura pas de navigation dans une artère pathologique en amont. Et rapidement, on va venir clamper la carotide commune et la carotide externe, voire il y en a certains qui vont directement clamper la carotide interne. Et à partir de là, on élimine le risque d'embolie lié à la dissection sur le vaisseau. Donc le clampage qui constitue la première mesure de protection cérébrale, l'héparinothérapie pour éviter la coagulation intracérébrale, donc un bolus d'héparine. Et donc pour l'éversion, on va venir réaliser une désinsertion de la carotide interne à sa base, et puis après la retourner sur elle-même pour enlever le séquestre jusqu'à obtenir un arrêt de plaque qui soit satisfaisant. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Quand on passe pas trop en externe sur la plaque, finalement, au bout de quelques centimètres, elle finit par tomber toute seule. On contrôle l'arrêt de plaque sur un coton ou sur une petite bougie. On nettoie correctement l'artère. On obtient ce genre de résultat, donc avec une artère nettoyée, héparinée. Et puis après, on la réimplante par un surjet dans le bulbe qu'on aura ou pas en artériectomisé, ainsi que l'origine de la carotide externe. Et puis on déclampe d'abord dans la carotide externe pendant quelques secondes, puis dans la carotide interne. Comme ça, s'il y a des débris, on estime qu'ils sont partis dans l'externe. On peut s'aider d'un contrôle artériographique au bloc opératoire, ça se fait de plus en plus, qui permet de contrôler l'absence de défaut technique, qui est la première cause d'AVC péropératoire. Il faut savoir que quand les patients font un AVC au cours ou au décours rapide d'une endartérectomie carotidienne, souvent c'est des AVC massifs, parce que ça va être un défaut technique. Ça va être sur la suture, sur un caillot mal purgé. Donc voilà, là on le voit directement. Bon, quand on fait la chirurgie sous ALR, sous anesthésie loco-régionale, on a en plus le test clinique qui nous permet de savoir si le patient tolère bien.
L'autre technique assez classique, ça va être l'endartérectomie et le patch d'élargissement. Donc cette fois-ci, on va venir réaliser une incision du bulbe carotidien vers la carotide interne sur la longueur, et puis décoller la plaque de part et d'autre, et refermer en mettant un patch, surtout pas refermer sans patch, sinon on fait de la rosténose. Donc ça, c'est l'autre technique assez classique en chirurgie vasculaire, globalement que j'utiliserai moins parce qu'on va laisser une prothèse. Donc voilà, pour éviter de poser un matériel, plutôt l'éversion. Et on va retrouver ce genre de séquestre athéromateux. Donc ça, c'est un séquestre après une éversion. Et là, ce sont des séquestres après endartériectomie classique, pas d'élargissement, où on voit bien qu'au sein des plaques qui peuvent être fibreuses en superficie, il y a des centres hémorragiques et on imagine bien que le sang peut coaguler, ressortir d'un côté de l'autre, voire même sur l'image de gauche, qu'au centre de l'artère, dans la lumière, il y a du thrombus et du fibrino, avec des plaquettes qui commencent à se mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on va retirer quand on va faire l'endartériectomie. Une autre technique séduisante, quand la plaque est longue et qu'on estime qu'elle est trop longue pour faire une éversion, ça va être l'éversion selon Chevalier. Donc cette fois-ci, on va clamper la carotide interne, on va ouvrir la carotide commune sur le bulbe vers l'externe, et on va sectionner transversalement la carotide interne, faire l'endartériectomie au niveau du bulbe, puis retourner la carotide interne, cette fois-ci dans l'autre sens. Enlever le séquestre, et puis après on va réimplanter par points séparés la carotide interne, et refermer directement le bulbe. Donc ça a l'avantage aussi de ne pas laisser de matériel prothétique et de traiter les sténoses qui vont être longues. Donc le dilemme en chirurgie, éversion ou patch, globalement c'est les mêmes résultats, un petit peu moins de resténose pour l'éversion, mais quand on doit mettre un shunt en place, je vais vous expliquer après, on ne peut pas le faire avec une éversion. Et puis éversion à éviter pour les artères de petit calibre, parce qu'on sait que là pour le coup il va y avoir de la resténose plus facilement. Est-ce qu'il faut ou pas endartériectomiser le bulbe carotidien? Pour l'instant on n'a pas la réponse. L'avantage de le faire, c'est d'assurer la perméabilité de la carotide externe, donc d'éviter la thrombose précoce post-opératoire. L'inconvénient, ce serait de venir fragiliser la paroi en endartériectomisant le bulbe et d'amener à devoir remplacer finalement l'artère. Donc pas de données actuellement, mais il y a une étude qui est en cours, une étude régionale, et bon, il semblerait, mais c'est très hypothétique, qu'il y ait plus de resténose en cas d'endartériectomie incomplète. Voilà. Bon, ça c'est une affaire de chirurgien, peut-être que médecin vasculaire, ça vous parlera si vous voyez des resténoses passer. Alors la protection cérébrale, c'est quand même le point clé de cette chirurgie, parce que c'est l'événement dont on veut se prévenir, mais c'est aussi l'événement, le risque le plus important. Elle va reposer sur toute une panoplie de moyens. Si vous posez la question à l'anesthésiste réanimateur, il va vous dire que ce sont les axos, donc mesures de prévention neurologique qui priment. Un malade bien réchauffé, bien ventilé, s'assurer qu'il ne soit pas en hypoxie ou en hypohypercapnie, qu'il ne soit pas en hypoglycémie, bon, on ne veut pas en anémie bien entendu, une bonne tension artérielle. Et le chirurgien, lui, la première des choses, ce sera bien sûr lié à la technique et au clampage premier de l'artère carotide. Certains s'aident donc de l'imagerie préopératoire avec le polygone de Willis, mais ça c'est pareil, c'est une question d'habitude, il n'y a pas vraiment de preuve que ça fonctionne. Quelque chose qui fonctionne très bien chez les patients qui sont endormis, c'est le NIRS. Donc ça c'est une habitude qui vient de la chirurgie cardiaque et qui maintenant est bien maîtrisée par les anesthésistes. Et globalement, quand le NIS chute, c'est que le cerveau est moins perfusé. Donc là, c'est un argument pour mettre une dérivation par shunt sur l'instant. Une autre solution, c'est la mesure des pressions résiduelles. Donc ça, c'est quand on a endormi le patient. C'est ce qu'on faisait à Angers. On met une tête de pression dans la carotide commune. On a une pression qui est bien pulsatile, comme sur la courbe rouge.
Et dès lors qu'on va clamper carotide commune et carotide externe, on va s'assurer qu'on garde une courbe qui est un petit peu pulsatile, donc ça va être sur l'image de droite. Et c'est pareil, c'est un peu arbitraire, on a retenu ce seuil de 30 mm de mercure. Dès lors que la pression reste pulsatile avec plus de 30 mm de mercure, on estime que le cerveau est bien perfusé. Et là, on peut faire le geste sans mettre de shunt. Et globalement, il faut une bonne pression artérielle moyenne. Donc on voit que là, elle est à 100. On a vraiment un cut-off. Quand le patient est à 80, il ne tolère pas bien. Et dès qu'on monte à 100, ça perfuse mieux. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que l'anesthésiste, il faut qu'il soit bien opérationnel pour mettre les drogues, pour faire monter la tension au besoin. En termes d'anesthésie, il n'y a pas de différence entre l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie générale. Peut-être une petite tendance en faveur de l'ALR. En tout cas, il y a moins d'AVC dans le sens où cliniquement, on sait où on en est. C'est-à-dire le patient, en temps réel, on lui demande de serrer la main et de répondre à la question. Et à partir de là, on estime que le cerveau est bien perfusé. Et quand on fait une ALR, il y a aussi moins de souffrance myocardique parce qu'il va rester avec sa tension artérielle de base. Donc, comme ils sont un peu souvent hypertendus, finalement, le cœur va continuer de perfuser à une tension 14-15 de systolique. Et la petite sténose coronarienne qui n'aura pas été dépistée, elle ne va pas souffrir sous ALR. L'anesthésie, c'est surtout une question d'habitude d'équipe, mais c'est quand même bien de pouvoir faire les deux dans l'équipe. Ça peut dépanner. Et puis après, on va s'adapter au terrain. Un patient dont on sent qu'il aura du mal à respecter l'immobilisation, un peu angoissé. Si on le sent pas avec l'anesthésie loco-régionale, on lui propose une anesthésie générale. Parfois, c'est lié à l'anatomie. Sur les bifurcations qui sont très hautes, la loco-régionale va avoir du mal à bien anesthésier sous la mastoïde, donc on fera plutôt une AG. Et en tout cas, il ne faut pas avoir en tête que l'ALR sera une alternative à une AG non envisageable, c'est-à-dire que dans le bilan préopératoire, on veut savoir si on peut endormir le patient ou pas. Si on estime qu'on ne peut pas l'endormir, c'est qu'il ne faut pas l'opérer. Donc ça, c'est une image de shunt. Il en existe différentes sortes. Vous avez sur la droite la carotide commune et à gauche la carotide interne. Il y a des équipes qui mettent des shunts en systématique, donc ils font des patchs en systématique. Il y en a qui les mettent si les tests neurologiques sont défaillants, c'est-à-dire le test clinique ou le test de pression ou le NIRS. Et puis il y en a qui vont ouvrir la carotide, regarder le reflux, et s'ils estiment que le reflux est un peu baveux, ils mettent un shunt. Voilà. Mettre le shunt, ça quand même 2 minutes pour le mettre, 2 minutes pour l'enlever, ça passe vite, le temps bloque. Donc parfois, c'est 2 minutes plus 2 minutes, le patient il a le temps de souffrir un petit peu d'un point de vue cérébral et ça peut faire des réveils qui sont un peu plus difficiles. Alors les suites attendues dans ce type de chirurgie, globalement ça va être une hospitalisation de 2 à 3 jours en post-opératoire. On va surveiller l'hémodynamique. Il faut savoir qu'ils ont quand même une tendance à faire de l'hypertension artérielle transitoire. Ils ressortent finalement assez souvent avec un inhibiteur calcique en plus, qu'ils vont pas garder longtemps, mais on remarque facilement qu'en post-opératoire, et c'est lié probablement à la dissection du glomus, voire la résection du glomus carotidien, tendance à l'hypertension. On va surveiller les coronariens. Globalement, c'est quand même un risque qui est maîtrisé maintenant. L'élévation des troponines ne signifie pas qu'ils font un AVC, mais on continue de le faire quand même, on continue de surveiller biologiquement. Et puis on va surveiller bien entendu les complications liées à l'abord, l'hématome, qui est plutôt une infiltration œdémateuse de toute la filière et qu'il faut dépister assez vite, parce que dans les cas les plus graves, quand on arrive trop tard, l'anesthésiste ne peut même plus glisser sa sonde d'intubation tant il y a de l'œdème dans la filière laryngée. Donc là, ça peut être la catastrophe. Les infections cervicales, c'est assez rare sur ce type de chirurgie. La complication la plus fréquente, donc c'est celle qui est liée à la section du nerf sensitif, c'est l'hypoesthésie de la joue et du lobe de l'oreille qui finit par régresser en 1 an. Les douleurs nociceptives sont rares, parfois liées à l'ALR, mais c'est très exceptionnel. Et donc ça donne à 1 mois, c'est ce type de chirurgie, de cicatrice qui finit par se gommer.
L'AVC périopératoire, donc comme je vous ai dit, quand il survient, il est souvent massif. Il peut être ischémique ou hémorragique, homolatéral ou contralatéral. Lié au clampage, il peut être embolique. Parfois, c'est de l'œdème de reperfusion et des patients qui ont des céphalées. Globalement, il faut que l'équipe chirurgicale puisse attester d'un taux de morbimortalité inférieur à 3%. Donc, c'est décès du patient, plus AVC, plus infarctus du myocarde dans les 30 jours. Ce qui sous-entend que les équipes s'auto-évaluent, ont des registres et font de l'audit croisé. Ça, c'est pareil, ça apparaît dans les recos, mais en pratique, personne ne le fait, quoi. Et désormais, bon, sous la pression du traitement médical optimal qui met la pression, on va plutôt attendre d'une équipe chirurgicale que le TCMM soit inférieur à 2%. Là, j'ai remis cette diapo concernant l'étude donc de Rennes, donc, qui nous montrait que il y a quand même 10% de séquelles à l'imagerie en plus, même sans AVC clinique. Les séquelles à l'IRM, lorsqu'elles sont identifiées, les patients développeraient, c'est du conditionnel, ça n'a jamais été prouvé, plus de troubles cognitifs à 1 an. Mais voilà, on n'a pas, les études manquent de puissance pour le prouver. Les complications, quand elles surviennent, l'AVC survient pour la moitié des cas dès le péropératoire, post-opératoire immédiat. Les complications majeures surviennent pour 42%, pareil en périopératoire immédiat, et globalement, dans les 3 jours après l'intervention, c'est 60-70% des complications. Mais il y a quand même 30% des complications majeures qui surviennent après le retour à domicile. Donc il faut bien les informer et être disponible au besoin. La rosténose, donc ça c'est la complication tardive classique en chirurgie vasculaire qui est liée à l'hyperplasie myo-intibale, donc c'est ce qui reste de la média qui va s'épaissir. Ça justifie la surveillance par échodoppler rapprochée les 2 premières années, puis après c'est 1 fois par an. Globalement, la rosténose, elle survient dans les 2 premières années. Si après ça évolue, ce sera plutôt de l'athérome. On calque les indications sur le stade initial, c'est-à-dire on propose une nouvelle chirurgie si elle atteint plus de 70% ou qu'elle devient symptomatique. Et en première intention, ce sera une angioplastie percutanée, soit au ballon nu, soit au ballon actif, voire avec un stent. Il n'y a pas vraiment de différence entre les 3. Et globalement, sur une étude angevine parue récemment, les résultats par rapport à la chirurgie conventionnelle étaient identiques. Alors si on veut faire une petite comparaison avec les techniques endovasculaires, on reste encore jusque-là avec ces études historiques. Il y en a bien 5-6 qui ont été randomisées, prospectives, et pour lesquelles à chaque fois la chirurgie conventionnelle a apporté un résultat légèrement supérieur aux procédures endovasculaires en termes d'AVC à J30. Certaines études ont rapporté des résultats similaires, voire supérieurs pour le stenting, en rapportant qu'il y avait plus d'infarctus du myocarde dans les endartérectomies, mais ils considéraient que l'élévation des troponines était une souffrance coronarienne, donc c'était un petit peu biaisé. En termes de rosténose, ça c'est la problématique pour tous les stents où qu'ils soient, c'est que l'artère va cicatriser entre les mailles. Il y aura un petit peu plus de rosténose en cas de procédure endovasculaire. Donc ça fait partie des critères à prendre en compte. Globalement, les sociétés de chirurgie, qu'elles soient américaines ou européennes, recommandent toujours en première intention l'endartériectomie, mais on sent bien quand même que progressivement les procédures endovasculaires prennent leur place, justifient leur place. Ça commence à apparaître de manière un petit peu plus précise dans les textes. Notamment, on va le voir après, c'est lié à la sélection des patients, parce qu'on commence à comprendre que les études qui ont étudié le stenting n'ont pas bien sélectionné les opérateurs ou les patients et ont apporté de mauvais résultats. Bon, et puis une dernière, quand même, juste pour renforcer la chirurgie, c'est que quand on fait des IRM, même si ça n'a pas de répercussion, corrélation prouvée, cliniquement, il y a quand même plus d'infarctus cérébraux pour les procédures endovasculaires, et ça c'est certainement lié au cathétérisme de l'artère et de la crosse aortique.
Et donc là, c'est la transition pour Anthony après. Bon, il y a cette étude qui est terminée, dont on aura les résultats prochainement, qui a comparé en prospectif, en multicentrique, avec des opérateurs certifiés sélectionnés, du matériel recommandé et qui a fait preuve de son efficacité. 2 cohortes. Ils ont fait 2 cohortes. Ils ont fait traitement médical versus traitement médical et endartérectomie, et un autre groupe, traitement médical versus traitement médical et stenting. Et donc là, on devrait avoir des résultats prochainement. Ils ont quand même, dans ce registre-là qui est issu de l'étude Princeps, fait un sous-groupe où ils ont exclu tous les patients qui présentaient un athérome des gros vaisseaux ou des calcifications de l'arche aortique, des variations anatomiques, des difficultés attendues liées à la navigation. Et donc, globalement, quand ils sélectionnent comme ça leurs patients, ils arrivent à sortir, pour des procédures faites sous anesthésie locale, 12 AVC pour presque 1200 patients, donc 1% d'AVC. Donc voilà. Donc, ce qui veut aussi dire que quand le chirurgien ne pose pas d'indication ou pose une contre-indication à la chirurgie conventionnelle et qui l'oriente vers une procédure endo, il faut aussi avoir en tête et avoir cette discussion avec la personne qui va faire la procédure endo, pas l'envoyer au casse-pipe en lui disant bon vas-y c'est pour toi, et puis en fait il peut aussi avoir autant de difficultés prévisibles et refuser finalement de faire son geste. Voilà, ça c'était pour faire la transition pour Anthony. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, Anthony Lebras. Je travaille au CHBA de Vannes. Je suis neuroradiologue interventionnel initialement. Je travaillais sur tout ce qui était anévrisme intracrânien. Et puis du coup, avec l'avènement de la thrombectomie dans les années 2016-2017, on s'est mis à faire du stenting carotidien, puisque 15% à 20% des thrombectomies sont donc ce qu'on appelle des occlusions en tandem, à la fois une occlusion intracrânienne et une occlusion cervicale. Donc voilà pourquoi, entre guillemets, les neuroradiologues commencent à arriver un petit peu dans la boucle de l'intervention sur les carotides occluses ou serrées ou sténosées. Donc si on fait un peu le point en termes d'épidémiologie, les risques d'AVC sur les sténoses asymptomatiques, donc AVC AIT, sous traitement médical optimal, bien sûr, c'est 0,5 à 1% par an si c'est supérieur à 50%, et c'est 1% par an si c'est supérieur à 70%. Donc c'est vraiment un risque qui est assez faible, mais ça dépend un petit peu de l'espérance de vie qu'on a. Donc pour un homme à 85 ans, avoir une sténose de 70%, l'espérance de vie d'un homme, malheureusement, c'est moins de 90 ans. Alors est-ce qu'il faut aller revasculariser? C'est une vraie question. Les facteurs de surrisque, on en a déjà beaucoup parlé. Donc le degré de sténose, plus on augmente le degré de sténose, plus le risque d'AVC augmente. C'est des résultats qui sont connus depuis très longtemps, qui ont été repris par une étude en 2021. Les sténoses évolutives, on en a déjà parlé. Les emboles asymptotes en Doppler transcrânien ou les AVC silencieux en IRM, on en a déjà parlé. Les critères morphologiques de plaques à risque. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste de l'écho-Doppler, je vais pas vous en parler, mais globalement, j'ai découvert 2-3 petites choses. Et je dirais que sur les domaines que je connais un petit peu mieux, donc l'angioscanner, la surface des plaques et surtout les ulcérations, c'est clair que les ulcérations, c'est des critères où on se dit cette plaque-là, c'est pas possible, elle va pas tenir, et parfois même sur des plaques qui font moins de 70%. Et je pense que souvent, on n'est pas trop mauvais pour prévenir une plaque qui est qu'on dit instable. Comme vous, en échographie, vous avez ces impressions parfois sur ce que vous voyez. Et l'IRM, qu'on dit l'IRM de plaque actuellement, est assez peu répandue. Elle se fait beaucoup sur 3 Tesla. Moi, j'avoue que je n'en fais pas. J'ai accès qu'à des IRM d'1,5 Tesla, mais c'est clairement probablement des séquences qui seront à évaluer, notamment si CREST-2 nous commence à nous dire qu'il faudra mieux sélectionner les patients pour la revascularisation en fonction notamment de l'instabilité des plaques, car le traitement optimal médical permet de diminuer le taux de revascularisation. Donc les étiologies, alors je vais pas refaire tout le point, mais donc l'athérosclérose, je pense qu'on en a pas mal parlé. Je voulais le radiothérapie cervicale, pourquoi j'en parle? Parce que c'est une des indications principales pour le stenting. Les dissections carotidiennes, parce qu'on en fait nous en thrombectomie, et parfois en fait il y a des dissections qui restent un petit peu sténosées qu'on pourrait reprendre en stenting lorsqu'il y a une hypoperfusion cérébrale. D'ailleurs, il y a parfois des dissections où on voit les patients qui yoyotent sur 5-10 jours et finalement on les stent. Et puis, on devrait faire un point surtout sur la dysplasie fibromusculaire unifocale ou web carotidien, pathologie qui est, je sais, assez peu connue. Alors, je ne sais pas si dans cette salle, tout le monde connaît cette pathologie.
Est-ce que ça vous parle à tout le monde ou pas? La dysplasie focale, le web carotidien. Du coup, je vais faire un petit topo là-dessus en passant. Donc, c'est connu depuis très longtemps. 1968, la première étude, avec même une analyse, je crois, anatomopathologique. Donc, c'est une couche de cellules musculaires lisses avec absence de limitante élastique interne, et ça va venir faire une protrusion dans la lumière de la carotide. Et en fait, on observe un petit défect endoluminal. Alors, je ne sais pas si avec la souris ce sera bien. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors, je pense que pour la plupart des collègues, et je parle des radiologues également, c'est vu comme une plaque d'athérome. Alors, souvent, plaque d'athérome, sauf que de l'autre côté, il n'y a pas un pet d'athérome. Et souvent, il n'y a pas une calcif, il n'y a rien du tout. C'est assez particulier. C'était assez peu décrit avant 2010. Il y avait moins de 20 cas décrits dans la littérature. Et là, en fait, et c'était surtout les Afro-Caribéens, ce qui n'est pas vraiment le cas, en tout cas dans la population que j'observe moi. Il y a eu différents noms qui ont été retenus, artérie Webb, diaphragme, dysplasie fibromusculaire atypique, septum. La cause est inconnue. Alors, comment ça marche? C'est un petit peu comme un torrent avec un petit rocher dans le torrent. C'est globalement, il y a le flux qui va tout droit, puis rencontre un obstacle. Il y a un flux turbulent qui se crée. Et en fait, le flux turbulent fait que ça stagne derrière l'obstacle. Et puis, au bout d'un moment, avec le flux, quand même, l'eau stagnante va commencer à repartir. Là, c'est exactement la même chose, là, si on regarde ici. Donc, on a... je ne sais pas où je suis là. Alors, je ne peux pas avoir le... Bon, tant pis. C'est un petit peu ce qu'on voit. Donc, sur l'image A, donc, on a une petite stase avec un flux turbulent derrière. Ça vient stagner, ça crée un thrombus. Et au fur et à mesure que le thrombus se crée, en fait, ça charge, entre guillemets, le diaphragme. Et quand le diaphragme est trop chargé, avec le flux, hop, le caillot part et ça crée un AVC. Alors, c'est exactement ce qu'on voit sur une artériographie d'un des patients que j'ai fait là, avec un flux un petit peu lent. On a le diaphragme, et puis on voit que ici, hop, ça vient stagner. Donc, c'est exactement le mécanisme. Et à terme, la stagnation fait que le caillot va partir. Donc, c'est une pathologie plutôt qui survient sur le sujet jeune. Dans quasiment 60% des cas, il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire, donc ils n'ont pas de plaque, ils n'ont vraiment rien du tout. Il y a un taux de récurrence qui est extrêmement important, donc dans une étude c'est 56%, même en cas de traitement médical, donc souvent ils ont soit un anticoagulant, soit du cardégique, et ça récidive quand même. Par contre, dès qu'on va traiter le web carotidien, il y a par chirurgie ou par stent, il y a les deux qui sont possibles, il y a 0% de récurrence. Dans une autre étude française, donc la prévalence dans les AVC cryptogéniques, AVC cryptogéniques, c'est quand même une grosse partie des AVC aussi, il y en a 10% qui seraient liés à ces web carotidiens. Donc c'est 2% des AVC avec occlusion des gros vaisseaux, et là, ils ont trouvé un risque de récidive sous traitement médical de 11% par an. Donc c'est vraiment un énorme taux de récurrence. Et sur l'angioscanner, donc même les radiologues qui commencent à regarder les scanners et tout, ils ne diagnostiquent pas dans 29% des cas. Cette étude, elle a été faite à Montpellier, c'est un énorme centre de neuroradiologie interventionnelle en France. Et pour autant, dans 29% des cas, ils ne trouvaient pas le web carotidien, parce qu'il faut reformater dans le bon plan. Et généralement, quand on passe en coupe axiale, comme un certain nombre de collègues font, en fait, ça fait juste un petit coup d'ongle sur la paroi, on ne le voit pas si on passe trop vite, et on passe sur le diagnostic. Donc là, typiquement, je trouve que l'image la plus... parce que les deux grosses images, là, on les voit, on ne peut pas les louper, je pense que parfois c'est diagnostiqué comme des plaques d'athérome, mais celle qui est vraiment typique, c'est celle qu'on voit en haut à droite, là. C'est quasiment un petit coup d'ongle dans l'artère, on ne la voit pas, mais si on reformate, on va se retrouver avec un diaphragme extrêmement fin, qui va être à l'origine de ces fameuses stagnations de caillots. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Alors moi je ne fais pas d'imagerie d'IRM sur les plaques, mais on peut en faire aussi sur le web carotidien. Donc là on voit le petit éperon qui ressort, et on voit bien que sur l'ARM, c'est pas très clair, quoi. On voit une espèce de flou au niveau du bulbe, on n'arrive pas trop à dire ce que c'est. On voit bien qu'il y a un truc, mais on n'est pas sûr que ça existe. Ça c'est un web en fait. Et sur l'échographie, alors pareil, je suis pas du tout un spécialiste de l'échographie. Globalement, il commence à y avoir de plus en plus de littérature autour de cette pathologie. Et ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a des caillots qui se forment. Alors moi, je suis pas capable de définir la sémiologie du caillot sur le Doppler, mais globalement, il y a un petit truc hypoéchogène qui se met juste derrière le diaphragme. Et en Doppler, il y a un reflux à la partie postérieure du diaphragme. Je sais pas si mes collègues angiologues en ont déjà vu beaucoup des web carotidiens. Ouais, ça commence à arriver, mais... À chaque fois, c'était des images atypiques. Ouais. Et c'était bien voir à côté ce que tu penses, et
Mais je vais vous dire la même chose, mais j'ai la même chose avec mes collègues radiologues sur angioscanner. En fait, on le cherche pas, on trouve un truc et on se dit bah c'est comme d'hab, c'est de latéraux, mais c'est pas ça du tout. Voilà. Donc juste un petit message sur le web carotidien, parce que c'est quand même une étiologie importante. Y penser. Là, c'est un cas de Montpellier, le docteur Gascou. Donc ça, c'est un web carotidien qui est traité par héparinothérapie sur 40 jours. Donc on voit un truc qui ressemble à une énorme plaque, hein, globalement lipidique, qui au fur et à mesure se décharge avec l'héparine, et on retrouve juste un diaphragme à la fin. Donc c'est vraiment, faut y penser dans les AVC AIT du sujet jeune, notamment quand c'est cryptogénique et qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. Voilà. Ceci étant dit, je passe sur la partie qui m'était sur laquelle je m'étais positionné, c'est-à-dire l'angioplastie carotidienne. Donc l'angioplastie carotidienne, est notamment la partie asymptomatique. Sténose asymptomatique. Bon, alors d'ailleurs, je vais faire un premier passage sur comment je fais. Donc tout d'abord, alors par contre, je n'ai pas accès à la souris. Si. Voilà. On commence toujours par une artériographie cérébrale. Donc ça, c'est une artériographie cérébrale de face, avec une stérose carotidienne sous-jacente qui est extrêmement importante. Et on voit que globalement, il y a une hypoperfusion, et puis c'est repris. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les artérographies cérébrales, peut-être pas, mais c'est repris, en fait, je vais essayer de m'arrêter, par le côté contralatéral, et puis ben, même le flux, en fait, il repart dans le tronc basilaire qui est ici. Là. Ça repart à l'envers. Donc ça, c'est la première étape. On fait une artérographie cérébrale pour savoir sur quoi on part. Non, attention, hop. Ensuite, on fait l'artériographie de la sténose. Donc là, c'est un patient qui a une sténose asymptomatique de l'artère carotide interne droite supérieure à 90%, sur un antécédent de néoplasie ORL. Alors, je n'arrive pas à voir ce que je veux. Hop. Voilà, bon, on évalue un petit peu le degré de sténose, on évalue où on va positionner le stent de part et d'autre de la sténose. Voilà. Ensuite, eh ben, une fois qu'on a fait ça, on va passer la sténose avec un micro-guide. Hein, donc ça fait, alors je ne sais même pas comment ça fait en millimètres, mais ça fait largement moins de 1 mm. Et donc on vient naviguer avec un micro-guide métallique hydrophile, qui est recouvert de téflon, jusque dans la carotide interne, et on va mettre le micro-guide loin en aval dans la carotide interne. Donc là, on voit bien que quand on passe, il faut faire hyper attention, il faut être extrêmement prudent, c'est là où on peut potentiellement déloger des micro-emboles, et ça peut être à l'origine, effectivement, des micro-AVC qu'on peut voir un peu plus souvent sur les IRM en post... Donc, une fois qu'on est là, eh ben, on va déployer le stent. Alors ça, c'est toujours la même artère. Donc ça, c'est un stent double couche, on en parlera après, donc un stent Sigward, 7 par 40 mm. Et là, normalement, on est censé déployer des stents de part et d'autre du bulbe carotidien. Là, dans ce cas-là, j'avais une carotide interne dont la partie vraiment proximale était de très bon calibre et surtout pas pathologique. C'était toujours pareil, une néoplasie comment dire, carotidienne. Et donc, je l'ai déployé vraiment juste sur la carotide interne, ce qui est aussi faisable. Donc une fois qu'on a déployé le stent, ça c'est un autre cas. On vient faire une angioplastie au ballon, donc on vient dilater l'artère avec un ballon. Généralement, on prend un ballon qui est inférieur au diamètre de l'artère sus-jacente, donc généralement inférieur à 5 mm. Le risque de prendre des ballons de trop grosse taille, c'est de faire un énorme vasospasme ou une dissection et de se retrouver du coup avec une hypoperfusion sous-jacente, voire un AVC. Donc il faut faire un petit peu attention au matériel qu'on utilise. Et du coup, là, on vient réappliquer les mailles des stents contre la paroi et on vient éclater, entre guillemets, la plaque pour la plaquer à l'extérieur des parois. Donc là, c'est l'artériographie cérébrale qu'on a vu tout à l'heure avant angioplastie. Et puis, on fait le point. On fait l'artériographie cérébrale de référence après angioplastie, où on a toute la vascularisation et on n'a pas de reprise par le côté contralatéral, et là, ça ne va plus du tout dans la partie tronc basilaire. Donc ça, c'est globalement les différentes étapes qui sont utilisées dans l'angioplastie carotidienne. Ça, on le fait, ça dure franchement 30 minutes à 40 minutes. À la fin, il y a une petite ponction au niveau du pli de laine,
2-3 jours plus tard, on voit plus le trou du tout. Et c'est une hospitalisation d'une journée. Alors, ça c'est un autre cas qui était assez intéressant. Alors là, j'ai un peu menti parce que c'est pas du tout un asymptomatique, c'est un symptomatique, mais un peu particulier. C'est un monsieur qui arrive avec une découverte de sténose carotidienne sur un petit AIT, et en même temps, on lui découvre un gros paragangliome au niveau du glomus carotidien. Et puis du coup, il a quand même 84 ans, des facteurs qui font un petit peu discuter de la chirurgie du paragangliome par les ORL. Forcément, les chirurgiens ne sont pas non plus super chauds d'aller opérer une carotide avec un paragangliome hypervasculaire juste à côté. Et voilà, donc du coup, c'est une des indications qu'on peut faire même en symptomatique avec une sténose serrée qu'on voit sur la première diapositive à gauche, là, face et profil, et puis ce qu'on voit juste après le stenting avec un bon résultat angiographique. Alors, je vais vous parler un petit peu du matériel pour les angioplasties carotidiennes. Donc, on utilise des systèmes de protection cérébrale. C'est recommandé quasiment maintenant par toutes les sociétés. Des stents carotidiens qui ont un petit peu évolué depuis les années 2000 et les premières études stenting versus endartérectomie. Et puis des ballons d'angioplastie qui, pour le coup, eux, n'ont pas trop évolué. Donc, les systèmes de protection cérébrale, il y en a de deux types. En fait, il y a les systèmes de protection distale qui sont principalement utilisés dans les procédures de stenting. Donc, c'est un petit filtre de protection qu'on passe en aval de la sténose. Donc, soit c'est un filtre, soit les premiers, c'était juste des ballons. Mais de plus en plus, c'est des filtres parce que le ballon, quand on le dégonfle, forcément, on lâche un peu les débris qui étaient trappés par le ballon. Et de plus en plus, on utilise des systèmes de protection proximale, notamment des cathéters à ballon. Alors, soit avec un seul ballon qui arrête le flux, soit des systèmes d'inversion du flux. On met un ballon en carotide externe, un ballon en carotide commune, et on fait exactement ce qui a été décrit tout à l'heure par Pierre, c'est-à-dire que globalement, on clampe la carotide externe, on clampe la carotide interne, on arrête le flux et on peut travailler tranquillement sur la carotide interne. Donc les systèmes de protection proximale, je vais passer rapidement, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a qu'un seul système de protection qui existe pour la double protection carotide externe, carotide commune. Sinon, on utilise des cathéters à ballon qui étaient utilisés au départ pour les thrombectomies. C'est-à-dire qu'on mettait un ballon dans la carotide externe, et puis de là, on faisait l'aspiration directement du caillot. Ou alors on mettait un stent et on mettait le système en aspiration pour éviter qu'il y ait des débris du caillot qu'on retirait qui partent en aval. Donc globalement, on a juste réutilisé ce qu'on utilisait dans les thrombectomies pour l'angioplastie carotidienne. Donc c'est quand même des cathéters qui sont assez gros, 8F ou 9F, c'est pas des petits cathéters, mais vraiment ça donne pas des très gros trous au niveau du pli de laine. On met en place dans la carotide commune en premier, puis dans la carotide externe en second. On inflate d'abord la carotide externe et ensuite la carotide commune pour faire le clampage. Et ensuite, on déflate en premier la carotide externe puis la carotide interne. C'est exactement le même schéma que pour la chirurgie. Le gros avantage, c'est qu'on passe pas la sténose avec notre système de protection. Donc, on évite de créer des emboles distaux en passant la sténose avec ce système-là. Et puis on vient aspirer tous les débris quand justement on va commencer à traiter avec le stent et le ballon puisqu'on est en aspiration. Les inconvénients, donc c'est un gros calibre, il n'y a pas de contrôle en aval de la sténose, donc potentiellement il peut y avoir des débris. Il y a un possible risque de dissection par les mouvements du ballon contre la paroi, si on gonfle un peu fort et qu'on commence à un peu tracter sur le système. Et puis il y a des patients qui ont une mauvaise tolérance du no-flow. Donc là, pareil, il faut regarder un petit peu le polygone de Willis et puis regarder les collatéralités en intracrânien, notamment contralatéral. Système de protection distale, donc il y en a vraiment beaucoup, c'est ceux qui sont le plus utilisés. Donc on microcathétérise la sténose, on déploie le filtre, ensuite on réalise l'angioplastie, puis on recapture le filtre. L'avantage, c'est que ça protège le lit cérébral en aval de la sténose, donc on est censé capturer tous les micro-emboles. Bon, le problème, c'est qu'il faut passer la sténose avec un flux antériorgrade, donc c'est là potentiellement qu'on vient créer des micro-emboles. Si on fait une prédilatation avec un ballon, et on n'a pas eu le temps pour pouvoir passer ce système-là, on crée encore plus de micro-emboles, on n'a pas eu le temps de passer le système. Parfois, il y a une position pariétale incomplète, ce qui fait qu'il peut aussi y avoir des micro-emboles qui passent. Il peut y avoir une agression pariétale.
et on peut avoir parfois des difficultés lors du retrait. Moi, c'est pas ce que j'utilise, mais il y en a c'est ce qui est le plus utilisé, donc ça doit marcher quand même très bien. Si on regarde un petit peu la bibliographie en termes de système de protection, la plupart des études sont quand même en faveur, même si globalement on a tendance à dire que c'est pas complète, c'est un petit peu controversé. En fait, il y a quand même qu'une seule étude et lors d'une analyse en sous-groupe qui montre qu'il n'y a pas de différence. Et globalement, c'est recommandé par les différentes sociétés de chirurgie niveau 2A, donc c'est quand même plutôt recommandé. Et aux US, il n'y a pas de remboursement du stenting carotidien si on n'utilise pas ce type de système. Et globalement, il y a quelques études qui ont approuvé qu'il y a moins de micro-emboles distaux avec les systèmes d'occlusion proximaux qu'avec les systèmes d'occlusion de protection d'emboles distales, mais qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau des AVC cliniques. Donc c'est vraiment que des micro-emboles qui partiraient. Les stents carotidiens, donc les premiers stents qui ont été utilisés, c'est les stents monocouches. Le plus grand classique d'entre eux, c'est le carotid wall stent en acier, avec des mailles assez fines, et puis sont arrivés depuis, alors moi, parce que j'utilise plutôt le Precise en itinol, et là, il y a les doubles couches qui arrivent. Alors c'est assez intéressant, parce qu'en fait, la double couche, je vais vous expliquer un peu après comment ça marche les stents, mais il y a la première couche qui est faite pour se conformer à la paroi de l'artère, et la deuxième couche, en fait, elle est faite pour protéger de la plaque d'athérome. On va parler, donc les stents à simple couche, en fait, il y a des mailles qui sont plus ou moins grosses, et puis en fait, ils sont auto-expansibles, et ils vont venir s'apposer contre la paroi d'athéromateuse, qui est plus ou moins instable, qui est plus ou moins lipidique, et donc globalement, un des risques potentiels si on met une grosse force radiale et qu'on vient avec des grosses mailles, c'est qu'on fait un effet fil à couper le beurre, et que là, c'est là où on va créer globalement des emboles. Donc il faut faire un petit peu attention aux stents qu'on utilise. Donc il y a les cellules fermées versus cellules ouvertes. Cellules ouvertes, c'est pour c'est des stents qui sont très conformables qu'on va pouvoir mettre dans des zones un petit peu tortueuses. Le nitinol aussi, pareil, va gagner de la souplesse. L'acier va plutôt avoir de la force radiale. Et puis voilà, comme je vous disais, la surface de cellules, c'est un petit peu pour la protection de plaques. Si je reviens en arrière, le Sigward, je crois que les microcellules, elles font 180 microns. Donc là, globalement, on a une protection contre les emboles, enfin en tout cas sur l'effet fil à couper le beurre, qui est vraiment extrêmement importante. Ouais, c'est ça. Donc voilà un petit peu les types de stents qu'on utilise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une plus grande thrombogénicité des stents à cellules fermées et à petites cellules. Et globalement, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les premières fois que ces stents ont été utilisés, c'était dans les thrombectomies, notamment les Casper Roadsaver, et on a eu beaucoup de problèmes de thrombose de stents, parce qu'en fait, en thrombectomie, on arrive avec juste du cardégique, il n'y a pas de deuxième anti-agrégant, et que globalement, plus il y a de matériel sur un stent, plus il va thromboser. Donc si on prend des systèmes avec beaucoup de cellules fermées, ça va avoir une tendance à la thrombose. Et il faut plutôt, dans ce cas-là, prendre des cellules ouvertes plutôt larges, en tout cas dans la partie thrombectomie. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse dans les sténoses asymptomatiques programmées. Donc les ballons carotidiens, rien de bien important, c'est ce qu'on utilise aussi pour, enfin c'est pas les mêmes noms, mais globalement c'est exactement la même chose. C'est des ballons à haute pression qu'on vient gonfler jusqu'à 10-14 atmosphères. Et on essaie de les appliquer vraiment sur la zone où c'est le plus sténosé. Il y en a des différents modèles, ils ont tous des bouts très effilés pour pouvoir passer facilement les sténoses. Alors, petite revue bibliographique, donc les sténoses asymptomatiques, il y a eu 5 études randomisées qui ont traité des sténoses asymptomatiques. Il y a eu notamment 2 études randomisées de non-infériorité. Donc là, leur objectif, c'est ils prennent du coup un critère de jugement principal qui était qui est le classique, décès AVC mineur ou majeur et IDM à 30 jours. Ou AVC homolatéral dans les 1 an. Donc ça, c'est Saphir. Et il y en a une deuxième qui a été plutôt critiquée. Et il y en a une deuxième qui a été beaucoup moins critiquée, de 2016, donc plus récente. Sténose 70%, pareil, le même critère de jugement principal. Et donc ces 2 études ont montré la non-infériorité. Je veux dire, c'est des études qui sont significativement positives, enfin qui sont significativement en faveur d'une non-infériorité du stenting par rapport à l'endartérectomie. Donc globalement, on peut pas dire que la chirurgie est supérieure au stenting à l'heure actuelle en tout cas. Il y a d'autres études qui sont en cours, mais en tout cas à l'heure actuelle, sur la symptomatique, il n'y a pas de supériorité de la chirurgie par rapport
au stenting. Il y a 3 études randomisées de différence qui ont été faites également, celles qui ont été déjà, voilà. Donc CREST, ACST2 et SPACE2. Critère jugeance principal composite toujours, décès, AVC mineur ou majeur, IDM à 30 jours, ou AVC homolatéral dans les 1 an, c'est toujours le même type de critères. Et en fait, ces trois ont répondu par pas de différence significative. Si on regarde un petit peu, globalement, ces analyses des études randomisées, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est qu'a priori, il y a plus de stroke, effectivement, dans les études, dans les stents carotidiens, en tout cas pour l'étude CREST, ce qui n'est pas le cas pour l'étude ACT 1. Et ce qu'on voit, c'est souvent que c'est des strokes, des petits strokes, quoi, pas des strokes majeurs. Donc, de ce point de vue-là, a priori, quand même, il y a une petite supériorité, en tout cas au moins dans une étude, sur l'endartérectomie par rapport à la chirurgie, en tout cas pour les strokes dans leur ensemble. Si on regarde les sténoses asymptomatiques, globalement, l'évolution des taux de stroke et décès, que ce soit pour la chirurgie ou pour le stenting, on est vers une diminution. Quand on regarde là, 70, 11% en chirurgie, Acte 1 2016, 1,70%. Donc l'amélioration, elle est majeure. Il y a forcément les médicaments qui rentrent en ligne de compte également. Et puis si on regarde les stentings, on est exactement dans la même chose. Les dernières études, alors c'est pas des études randomisées, contrairement à Acte 1, on est autour de 1,5, 1%. Mais on voit bien qu'on va vers du matériel avec les traitements médicaux appropriés qui font qu'on arrive quasiment, ou même là pour l'instant en tout cas, il y a non-infériorité sur les études randomisées actuelles entre les deux types de techniques interventionnelles. Si on regarde, ça c'était juste pour montrer entre la symptomatique et l'asymptomatique, globalement, depuis je crois 2000, globalement, il y a toujours 2 fois plus de risques quand on traite un symptomatique qu'un asymptomatique, que ce soit en chirurgie ou en endovasculaire. C'est juste pour montrer ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc ça, c'est une méta-analyse qui reprend un petit peu ce que je disais juste avant, hein, globalement. Le losange en noir que vous voyez à la fin, c'est globalement le risque relatif de l'un versus l'autre. En fait, on est sur 1, donc il n'y a aucun risque relatif de l'un par rapport à l'autre sur les études. Donc ça, c'est une étude de 2023. Quand on regarde les strokes, là, on voit qu'effectivement, il y a une différence. Donc n'importe quel stroke, il y a une petite différence significative en faveur de la chirurgie de carotide. Si on regarde les AVC avec handicap, il y a possiblement une différence, sauf qu'en fait, avec l'écart type, ça ne rentre pas dans le truc. Globalement, c'est les côtés latérales du losange qui définissent l'écart type. Donc il y a peut-être une supériorité, mais c'est même pas sûr. Et c'est la même chose sur les strokes homolatérales sur 1 an. C'était le dernier critère du critère composite. Et si on regarde les décès, il n'y a pas de différence. Et si on regarde l'infarctus du myocarde, il y a une différence forcément en faveur du stenting, puisqu'on n'a pas forcément l'anesthésie générale et puis la surcharge, en tout cas pour le cœur, liée à la chirurgie. Et puis forcément, nous, on n'a pas de paralysie des nerfs crâniens, puisqu'on n'est pas délétère à l'endroit de la carotide. Donc, moi, ce que je retiens, en tout cas, préférentiellement pour les indications d'angioplastie carotidienne, c'est déjà, premièrement, l'indication, c'est la chirurgie à haut risque. Ça, je ne vois pas comment on peut, à l'heure actuelle, quand il y a une radiothérapie cervicale, une chirurgie ORL cervicale ablative, une paralysie laryngique contralatérale, un coup hostile, une localisation haute, une sténose intracrânienne du siphon carotidien sous-jacent, ou une carotide commune, voilà, c'est pas une indication, quoi. L'hémodynamique précaire, si globalement l'autre côté c'est occlu ou qu'il y a une sténose serrée, forcément quand il va y avoir le clampage, le cerveau il va pas bien tolérer le clampage pendant 20 minutes. Et c'est là où je pense que les risques d'AVC les plus importants en chirurgie existent. Et puis après, il en a déjà parlé Pierre, mais tout ce qui est sténose pansendartérectomie, a priori, on va, de ce que je lis dans la littérature, même si j'en ai pas parlé là, c'est plutôt, j'ai l'impression, le stenting, l'angioplastie au ballon qui est privilégié, ou le stenting en fonction des critères. Et après, il y a les facteurs de risque physiologiques qui contre-indiquent à l'anesthésie générale, comme on a déjà parlé Pierre. Et
Dans tous les autres cas, donc ça c'est gérer les indications préférentielles, et dans tous les autres cas, il y a une non-infériorité par rapport à la chirurgie, en tout cas dans ces études, et que globalement, là c'est l'information éclairée, et c'est le choix du patient, et j'ai envie de dire que c'est toute la position qu'on doit avoir avec des RCP ou en discutant de manière collégiale sur des patients particuliers, pour essayer de l'orienter, mais en tout cas, c'est le choix du patient qui importe là-dedans, puisque pour l'instant, il y a équipoise, entre guillemets, égalité, ou en tout cas non-infériorité entre les deux. Il y a des contre-indications à l'angioplastie carotidienne, le thrombus endoluminal, mais je pense que c'est pareil pour la chirurgie, je pense. Ça, c'est vraiment, faut pas y aller. Et ensuite, il y a les contre-indications relatives, et ces contre-indications relatives, j'ai envie de dire, elles deviennent absolues à partir du moment où elles s'associent. C'est-à-dire que globalement, quand on a artériopathie périphérique, accès défavorable, plus une crosse aortique avec thrombus flottant, bon, là, il faut déjà se poser quand même des questions. Quand on associe une tortuosité de la carotide interne proximale et qu'on sent qu'on va galérer pour un, cathétériser, deux, être stable, pareil, c'est probablement pas une bonne idée. Les arches bovines ou les crosses aortiques de type 3, surtout c'est des patients âgés, on va pareil, on va être en des grosses difficultés. Hein. Moi, je le vois bien, puisque quand je fais les thrombectomies, l'âge moyen, ça doit être 76 ans. Les patients de 80, 85 ans, des fois, on met 45 minutes, 1 heure à cathétériser une crosse aortique. Donc on imagine bien que c'est quand même des choses où on va créer de la lésion potentiellement, et sur quelqu'un qui a jamais rien fait, donc une sténose asymptomatique, c'est pas acceptable. Et pareil, pour les sténoses très calcifiées au circonférentiel, c'est plutôt pas une bonne indication pour le stenting. Donc voilà, hein, typiquement le genre de truc où il ne faut pas y aller, quoi. Une carotide gauche comme ça, mais faut surtout, voilà, comme disait tout à l'heure Pierre, c'est pas parce qu'on nous l'envoie qu'il faut l'accepter. Il faut dire, c'est pas pour nous, c'est pas de chance entre guillemets. Hein, ce patient, il a pas de chance, il peut peut-être pas aller à la chirurgie, mais il pourra pas aller chez nous non plus parce que ça va pas bien se passer. On a déjà parlé un petit peu, donc les tortuosités, hein, il y a ce qu'on appelle les coilings, ça fait vraiment une boucle. Il y a les kinking où ça avait vraiment une sténose très importante, et puis les crosses aortiques avec des plaques d'athérome partout, forcément on va venir gratter pour aller sélectionner l'artère qui nous va bien, et en faisant ça, on peut même en envoyer potentiellement dans les autres artères à proximité, quoi. Donc, ça c'est une recommandation de l'étude méta-analyse de White et al, je ne sais plus où c'était. Ouais, c'est là. Donc Jack 2022, ce qui n'est pas un petit... Donc globalement, symptomatique, sténose inférieure à 70%, c'est pas pour nous en tout cas actuellement, ni pour Pierre a priori. 70 à 99%, et ça se discute avec des associations de facteurs de risque de la plaque, je pense qu'ils vont arriver de plus en plus. Mais soit c'est chirurgie à haut risque, et donc c'est traitement médical ou traitement médical plus stenting, soit c'est stenting à haut risque, c'est traitement médical ou traitement médical plus chirurgie, soit il n'y a pas de risque particulier, et là c'est entre guillemets une discussion à avoir avec le patient et informer de manière très éclairée sur comment va se passer le stenting et les risques associés au stenting, comment va se passer la chirurgie et les risques associés à la chirurgie. Voilà, donc la complication, à ce qu'on a dit, hein, c'est entre 0,3 et 0,7% de décès. AVC, c'est entre 2 et 4%. Majeur, handicap, il y en a un peu moins. Infarctus du myocarde, c'est moins d'1%. Hématome du point de ponction, en tout cas en stenting, c'est 2-3%. Sur les décès et les AVC, globalement, principalement, c'est lié soit à une dissection artérielle ou un vasospasme lors d'une navigation trop agressive, ou si on a un système de protection d'embole qui est un peu trop irritant sur la paroi. Les occlusions de stent, c'est rare. Alors moi, j'en ai jamais eu en programmé, mais je pense que c'est lié notamment à l'utilisation de ballons qui sont trop larges ou une mauvaise préparation médicale du patient. Les syndromes de reperfusion, ça c'est un truc qui globalement, on a déjà discuté avec Pierre, mais c'est assez rare, mais ça fait assez peur. C'est des gens qui ont vraiment des céphalées extrêmement importantes. Ça peut aller jusqu'à la crise convulsive et ça peut provoquer. En fait, c'est une mauvaise gestion de la tension en post-opératoire. Et ça peut générer des hémorragies intracrâniennes, et je pense que c'est, à mon avis, la cause d'un certain nombre de décès, en tout cas dans ce type d'indication. Les facteurs de risque de ce syndrome de reperfusion, c'est les sténoses serrées préocclusives, hein, que parfois on contre-indique au traitement. Les sténoses contralatérales, donc globalement c'est un cerveau qui est en hypodébit de manière un peu chronique, et puis d'un coup on met en charge à bloc, et là lui il supporte pas. Et surtout c'est un mauvais contrôle de l'hypertension artérielle en pré, et surtout en post-opératoire. Donc les micro-emboles, là typiquement, j'essaie de vous montrer une de mes complications. C'est la seule que j'ai eue pour l'instant.
Alors, je vais mettre là. Donc là, c'est l'artériographie cérébrale de profil. Et je vous passe ici. Hop, je vais m'arrêter ici. Alors comme ça a l'air de rien. Je ne sais pas si on voit bien. Donc globalement, ici, vous avez une parenchymographie avec tous les artères qui sont bien identifiées. Et puis j'aurais bien voulu vous montrer avec un petit truc. Mais globalement, les deux artères les plus hautes, si vous regardez bien, il y a un petit stop. Un tout petit stop, de rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut, là, les deux artères qui partent en verticale. Si vous comparez par rapport à l'autre côté, vous voyez que ça ne redescend pas. Je ne sais pas si tout le monde voit, vous êtes peut-être un peu loin au fond. Donc, globalement, ça, c'est des micro-emboles. C'est des tout petites choses, mais ça crée quand même un AVC qui n'est pas si petit que ça sur l'IRM, quoi. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ce genre de complications qu'on peut malheureusement avoir. Donc moi, gestion médicale de l'angioplastie préventive, globalement, comment je fais? Donc moi, je fais toujours une consultation en radiologie interventionnelle. Ça, c'est systématique. Il n'y a pas un patient qui passe entre mes mains sans que je l'ai vu. Il y a une consultation anesthésique de manière systématique. Donc planning préopératoire. Donc c'est globalement, on s'organise par rapport à l'angioscanner. On définit la taille du stent. Alors là, j'ai une petite particularité parce que je viens de la neuroradiologie interventionnelle et que du coup, on postait des stents intracrâniens et que j'ai une grosse habitude du Brilic, le ticagrelor. Donc pour mes stentings, j'utilise du ticagrelor en première intention avec le cardégique. Voilà, l'alternative, et ce qui est plutôt fait par l'ensemble des équipes, c'est d'utiliser du Plavix clopidogrel. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de résistances au Plavix clopidogrel, et c'est pour ça que plutôt que d'aller faire le test de résistance, je préfère d'emblée utiliser le Brilic, surtout que j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. En péropératoire, donc anesthésie générale ou locale. Bon, il y a une nette bradycardie, et ça arrive quand même assez fréquemment d'avoir un petit arrêt cardio-respiratoire de 5-6 secondes au moment de l'inflation du stent. L'inflation du ballon, pardon, au niveau du glomus carotidien, et puis il y a l'anesthésiste qui est à côté qui met un petit coup d'atropine et ça repart direct, parfois un petit coup de poing sternal. On épargne nos patients, en plus de la double antiagrégation. Comme je vous ai dit, on fait l'artériographie de référence, cérébrale de référence, on cathétérise la sténose, on met en place le système de protection, on fait une prédilatation, parfois, pas tout le temps. On met le stent et ensuite on post-dilate. Et après, on fait vraiment attention à la tension artérielle et on utilise du Doxène si besoin. Post-opératoire, on les garde une nuit. Généralement, c'est vraiment qu'une seule nuit. J'ai mis au moins une nuit, mais on les garde une nuit et on fait vraiment attention à ne pas avoir des tensions augmentées. Et ce qui est assez fréquent, et c'est un peu l'inverse de la chirurgie, de ce que je ne connaissais pas, c'est que nous, comme on stimule le glomus carotidien de manière continue pendant un moment, et comme le glomus a du mal à se stabiliser, et ben nous, on a des hypotensions. Moi, je me rappelle que mes premiers web carotidiens que j'ai fait au CHBA, les patients et les infirmières, elles étaient paniquées. Ils étaient à 80 de systolique et le mec, il était nickel. Mais à 80 de systolique, quoi. C'est juste qu'on induit une hypotension artérielle, mais sans aucune conséquence. Je crois que le premier, on l'avait gardé 2 jours, mais en fait, il était hyper bien, quoi. Mais on l'a gardé parce qu'on n'était pas... Donc ça arrive assez fréquemment, voilà, faut être au courant, faut les garder un peu plus longtemps quand ils font l'hypotension, ce qui n'est pas non plus systématique. Et à l'époque, on ne donnait pas forcément les traitements anti-hypertenseurs les premiers jours, mais après, s'ils montent en hypertension avec syndrome de reperfusion, au contrario, on gère. Donc Brilic, on les garde 3 mois, angioscanner à 3 mois. S'il n'y a pas d'hyperplasie intimale, arrêt du Brilic. Ensuite, on fait un angioscanner à 1 an, plus une échographie des TSA, et après, suivi ultérieur par les échodopplers seuls. Et je crois que Vincent suit un certain nombre de mes stents. Et après, je le laisse gérer. Mais je récupère mes patients au besoin, des nouvelles sténoses. Bon, là, je reparle de la même chose que là. Voilà, une discussion de nouvelle intervention, c'est comme pour la chirurgie. Si je peux avoir 110%, mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Voilà. Tu fais pas de écho juste en 3 mois? Non, parce qu'en fait, je me dis que si j'ai en fait, c'est ma culture neuroradiologique. Les anévrismes intracrâniens, quand je les traitais, on les revoyait toujours à 3 mois. Et on les revoit à 3 mois pour, si globalement il se passe quelque chose, leur sauter dessus. Voilà. Donc, à partir du moment où mon idée, c'est de lui sauter dessus quasiment le surlendemain, je vois pas l'intérêt d'aller faire un échodoppler 3 jours avant. Si à partir du moment où j'ai l'angioscanner, je décide de rebasculer sur autre chose, quoi. Mais après, donc voilà, ça c'est un des patients. Alors ça, c'est une patiente de Lorient. Qui a fait du coup un AVC, qui est parti après, je crois, à Kirpap en MPR ou à l'hôpital, d'ailleurs je ne sais plus trop. Et en fait, il y a eu une erreur de posologie dans le Brilic et ils ont mis une demi-dose de Brilic par jour.
Et quand je la revois, je dis mais je comprends pas, vous prenez vos statines, vous prenez votre cardégique, machin, vous prenez votre brilique. Ah oui, je prends tout. Et puis je lui demande comment vous le prenez et tout ça. Et donc là, je m'aperçois qu'en fait, prenez la demi-dose. Et ben, alors je sais pas si c'est ça, mais moi c'est la seule où j'ai ici une hyperplasie myo-intimale qui pour le coup, alors elle n'est pas vue par toi, je pense pour le coup, Vincent. Mais voilà, donc vraiment pour le coup c'est significatif. Il y a quand même, je pense 30% de la lumière qui commence à être un petit peu atteinte. Voilà, c'est un des cas rares. Donc ça c'est une patiente qui était qui était des gens du voyage, donc du coup, je l'avais pas vue à 3 mois, mais je l'avais plutôt à 6 mois. Quoi. Voilà, conclusion, donc sténosymptomatique, juste pour en dire un mot, entérectomie en première intention, stenting discuté dans les cas au risque chirurgical, ça, il n'y a pas à débattre. Pour moi, les nouvelles études sur les sténoses asymptomatiques et les recommandations, c'est que stent non inférieur à l'entérectomie. Alors, je suis d'accord, toutes les recommandations chirurgicales des sociétés chirurgicales, mais elles sont faites par des chirurgiens, on recommande de faire la chirurgie, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est un peu biaisé quand même par la façon dont c'est fait, puisque c'est les chirurgiens qui le font. En toute amitié. Bien évaluer les contre-indications relatives, hein, ça c'est vraiment hyper important. Non, je rigole, mais en fait, je pense que le cœur du truc, il est là. Il faut bien évaluer nos contre-indications chacun. Et quand globalement on a bien fait ça et qu'il n'y en a pas de l'un ni de l'autre, je pense qu'il faut être hyper franc avec le patient et de dire à quoi il s'expose dans les deux cas et comment ça va se passer. Il faut avoir des relations avec les neurologues, les médecins traitants, les médecins vasculaires, les chirurgiens vasculaires, radiologues interventionnels, les anesthésistes, c'est primordial. Il faut clarifier les circuits du patient, le circuit du patient et les organisations pour pas qu'il y ait de pertes au feu. Nous, on n'en a pas, mais j'aimerais bien en essayer un. On a du mal à faire cette organisation-là, mais je pense que les RCP, c'est bien d'avoir une décision qui n'est pas prise que par une personne. Moi, je reçois le patient, je décide de le stenter, peu importe qu'il y ait des contre-indications relatives au stenting, c'est pas une bonne chose. Mais je serai le seul à le savoir, puisque je suis le seul à connaître mes contre-indications. Et c'est un petit peu la problématique, je pense, qui peut arriver. Et pour les symptômes, normalement, ça doit être traité dans les 14 jours, ça vous le savez tous. Mais ça, c'est plutôt le rôle des neurologues qui nous assignent un petit peu les patients. Alors, je ne sais pas si je revois sur les recommandations, on pourra en rediscuter après, mais elles n'ont pas trop changé depuis 2011. Voilà.